Il a bâti un empire qui vaut des millions. Mais Richard Rawlings cachait quelque chose d'important. À 55 ans, la star de Fast and Loud vient de rompre le silence sur le procès odieux de Six. Millions de dollars qui lui a valu l'interdiction d'entrer dans son propre restaurant. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'il a révélé sur ses ex-femmes. Et attendez de savoir ce qui s'est réellement passé avec Discovery Channel. Après 3 mariages ratés et des millions perdus, le patron de Gas Monkey révèle enfin tous ses secrets les plus honteux. Paul Totalseer est né le 1er mai 1949 à Yonkers, dans l'État de New York. Il a grandi à Pearl River, mais la maison n'était pas un endroit sûr. Sa mère souffrait d'alcoolisme et son père utilisait des punitions sévères, comme un chat à 9 queues, un fouet destiné à contrôler, non à éduquer. La maison était remplie de cris et d'un chaos émotionnel. Pour Paul, il était difficile de se sentir en sécurité ou écouté. Ce genre d'environnement ne façonne pas seulement l'enfance. Il donne le ton à tout ce qui suit. Il n'avait pas la paix à la maison, mais il avait trouvé un autre but dans sa vie. Dès son plus jeune âge, Paul était attiré par les motos et les machines. Le rugissement d'un moteur et la liberté de la route avaient quelque chose qui le captivait. Cela lui offrait une échappatoire, un sentiment de contrôle dans un monde qui l'offrait rarement. Cet amour de jeunesse allait devenir sa carrière, mais à l'époque, ce n'était qu'un moyen de survivre. À 18 ans, prêt à tout pour s'en sortir, Paul s'engagea dans la marine marchande américaine pendant la guerre du Vietnam. Il n'est pas allé à la guerre au sens traditionnel du terme, mais il a contribué à son indépendance. Il a voyagé à l'étranger, livrant du ravitaillement et des munitions aux troupes en zone de combat. Pour un enfant issu d'un foyer brisé, ce fut un véritable cours intensif d'indépendance. Cette expérience l'a exposé à un monde au-delà de sa propre souffrance. Elle lui a appris la discipline et lui a donné le temps de réfléchir. Mais elle a aussi laissé des traces. La guerre a eu son poids, et Paul en a porté une partie. À cette époque, Paul était attiré par l'esprit rebelle des films de moteur comme L'Équipé, Sauvage de 1953 et Easy Rider de 1969. Ces films ne se contentaient pas de glorifier la moto. Ils racontaient des histoires de liberté et de rébellion, de recherche de sa propre voie quand le monde ne nous en offre pas. Ce message est resté gravé dans la mémoire de Paul. Les hélicoptères de ces films n'étaient pas de simples machines. Ils étaient des symboles d'indépendance et de défiance. Et Paul voulait vivre cette vie. En 1972, Paul épousa Paula Leonardo, une camarade de lycée. Cette même année marqua un tournant, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa lutte contre la dépendance. À cette époque, l'alcool et la drogue faisaient déjà partie de son quotidien. Le traumatisme de son enfance ne l'a jamais vraiment quitté, et les substances sont devenues un moyen de s'en sortir. Paula l'a soutenu. Elle l'a aidé à traverser les moments les plus difficiles, même lorsque cela a mis leur mariage à rude épreuve. Début 1985, il était en pleine crise. Il n'avait que 35 ans, mais crachait déjà du sang. Ses nuits se terminaient par des trous de mémoire. Parfois, il se réveillait dans des endroits qu'il ne connaissait pas, sans savoir comment il était arrivé là. Il avait détruit plus d'une douzaine de voitures au fil des ans, la plupart le week-end, à cause d'une forte consommation d'alcool. Ses amis et sa famille mouraient d'addiction, et il sentait qu'il se rapprochait de cette fin. Le 7 janvier 1985 fut un tournant. Paul toucha le fond. Il dira plus tard que ce jour-là, il ne voulait plus vivre, mais quelque chose changea. Il a promis à sa femme d'essayer de se faire aider. Il n'est pas allé en cure de désintoxication, mais il a commencé à fréquenter les alcooliques anonymes. Il a assisté à des réunions chaque semaine pendant 9 ans sans en manquer une seule. Ce choix lui a sauvé la vie. Malgré tout ce chaos, Paul a continué à construire. En 1973, il a créé une petite entreprise appelée Paul's Welding dans le comté d'Orange, dans l'État de New York. Il possédait un pick-up et une seule machine à souder Hobart. C'était tout. Il s'occupait de petits travaux, d'équipements agricoles, de réparations de base et s'est forgé une réputation. Au cours des années 1970 et 1980, Paul a continué à développer son activité. Il a développé son entreprise et a finalement emménagé dans un entrepôt de 650 mètres carrés à Rock Tavern. L'entreprise a été rebaptisée Orange County Iron. Il ne s'agissait plus seulement d'un homme avec un camion, mais d'une entreprise de fabrication d'acier à grande échelle. Son travail se concentrait sur l'acier de construction et le fer ornemental. C'est ainsi qu'il s'est fait un nom dans le monde de la construction. Mais il se passait autre chose. Paul avait toujours aimé les motos. Il acheta sa première moto,
une Triumph Bonneville de 1971, puis une Harley-Davidson Superglide qu'il possède encore aujourd'hui. Au départ, c'était une passion personnelle, mais au fil du temps, elle s'est infiltrée dans son entreprise. Chez Orange County Iron, il a commencé à fabriquer des pièces personnalisées pour vélos. C'était un petit projet annexe. L'essentiel de l'activité de l'entreprise était encore axé sur l'acier pour le bâtiment, mais le travail sur la moto apportait à Paul une touche différente, créative et personnelle. Dans les années 1990, ses fils Dan, Paul Jr. et Mikey rejoignirent l'entreprise familiale. L'influence de la moto ne cessa de croître. Petit à petit, ce qui n'était au départ qu'un petit coin de l'atelier s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. En 1998, Orange County Iron était en plein essor. Pour répondre à la demande, Paul a franchi une étape importante. Il a acheté un deuxième entrepôt à New Windsor. D'une superficie de 10 pieds carrés, il était 43% plus grand que l'entrepôt initial. Plutôt que de déménager complètement l'entreprise, Paul a décidé de gérer les deux sites simultanément. Cela semblait être une extension judicieuse, mais ça n'a pas fonctionné comme prévu. Les deux installations étaient à 20 minutes l'une de l'autre, ce qui compliquait les choses. C'était à la fin des années 1990. Il n'y avait ni smartphone ni système cloud. La communication reposait sur des appels téléphoniques et des rencontres en personne. Les matériaux et les personnes se retrouvaient souvent au mauvais endroit. Le travail était dupliqué et les projets étaient retardés. Paul lui-même devait constamment se déplacer entre les deux sites pour maintenir le cap. Ces problèmes n'ont pas seulement affecté l'entreprise, ils ont poussé Paul à emprunter une autre voie. Dans l'une de ses installations, il aménagea un petit espace pour un atelier de moto. C'était une sorte d'échappatoire. Alors que le secteur de l'acier se complexifiait, celui des motos offrait une certaine clarté. Chez lui, au sous-sol de sa maison de Montgomery, Paul s'est lancé dans la construction d'un projet unique. Il travaillait de nuit, seul, entouré d'outils et de matériel de soudage. Son projet était un chopper personnalisé qu'il a baptisé True Blue. Il a commencé à le construire début 1999, sans délai, sans client, juste sa propre vision. Le vélo avait une partie avant allongée et un cadre épuré et classique. La peinture était d'un bleu profond, d'où le nom. Paul a utilisé un mélange de pièces achetées et de pièces personnalisées qu'il avait fabriquées lui-même. C'était un parfait exemple de ce qu'il avait toujours fait, allier fabrication brute et design. Mi-1999, le vélo était presque terminé. Paul réalisa qu'il avait créé quelque chose de différent. Ce n'était pas un vélo comme les autres. C'était quelque chose qui pouvait faire tourner les têtes. Il décida de l'emmener au Daytona Biketoberfest en octobre. C'était l'un des plus grands événements moto du pays. Mais avant de pouvoir présenter True Blue au public, il a dû le sortir du sous-sol. Il a dégagé un petit espace dans l'un de ses ateliers d'acier pour finaliser les finitions. Ce déménagement a marqué le début d'une nouvelle aventure. Au même moment, Paul atteignait un tournant. Le secteur de l'acier était exigeant. Le métier de motocycliste était passionnant. Trouver un équilibre entre les deux n'était plus possible. En 1999, il prit donc une décision audacieuse. Il confia Orange County Iron à son fils, Daniel. Dan travaillait dans l'entreprise depuis des années. Il connaissait parfaitement le secteur. Il en prit le contrôle total et la rebaptisa rapidement Orange County Iron Works. Il a réorganisé les opérations, éliminé les inefficacités et créé une nouvelle entreprise, Gabriel Steel Erectors, pour collaborer avec elle. Avec Dan à la tête de l'activité acier, Paul a enfin pu se consacrer entièrement à la moto. Il a transformé sa passion en entreprise et a fondé Orange County Choppers en 1999. L'atelier était basé à Montgomery. Sa première initiative fut de recruter Paul Jr. comme fabricant et concepteur principal. Paul Jr. avait dirigé l'atelier de Rise d'Orange County Iron et possédait lui-même de solides compétences en fabrication. Au début, Paul Sr. n'en attendait pas grand-chose. Il pensait qu'il fabriquerait peut-être 3 motos par an. Mais tout a changé lorsqu'il a amené True Blue au Biketoberfest en octobre 1999. La réaction a été immédiate. Le public a adoré le vélo. Ses lignes épurées, sa couleur audacieuse et son savoir-faire se sont démarqués. Les gens ne se contentaient pas de l'admirer. Ils en voulaient un. Paul reçut des propositions commerciales sérieuses. Il comprit alors que cela pouvait être plus qu'un simple hobby. Dès cet instant, il sut qu'il tenait quelque chose de concret. Entre-temps,
Discovery Channel avait déjà rencontré le succès avec Monster Garage, une émission mettant en vedette West Coast Choppers et Jesse James. Ils cherchaient une nouvelle série de télé-réalité, quelque chose de concret, de vrai. C'est là qu'ils ont remarqué les deux outils. Discovery ne voulait pas seulement des vélos, mais du suspense. Et ce qu'ils ont vu dans cette famille de deux outils était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas scénariser. Le premier épisode d'American Chopper a été diffusé le 29 septembre 2002. Il présentait la construction du jet bike pour la Laconia Bike Week. Ce qui n'était au départ qu'un projet de moto est rapidement devenu quelque chose de plus. Les téléspectateurs ont été captivés non seulement par le talent du réalisateur, mais aussi par les disputes explosives entre Paul Sr. et son fils, Paul Jr. Leur dispute père-fils était réelle. Ils ne se sont pas retenus et les caméras ont tout immortalisé. Cette énergie brute a fait du pilote un succès. Les audiences ont dépassé les attentes. Discovery a rapidement commandé 27 épisodes supplémentaires. Au lancement de la saison complète, le 31 mars 2003, la série attirait des millions de téléspectateurs. L'émission a fait de Paul Sr. une figure nationale presque du jour au lendemain. Auparavant, il était un homme d'affaires local à la tête d'Orange County Iron Works. Après 1999, il s'est investi pleinement dans OCC, espérant se faire un nom dans le monde du vélo. Il avait commencé fort, mais American Chopper l'a propulsé sous les projecteurs. Il s'est fait connaître dans tout le pays. En 2004, OCC figurait dans une publicité pour le Super Bowl pour AOL. L'entreprise était omniprésente, tout comme les deux outils. Leur renommée apportait argent et demande. Les commandes ont commencé à affluer du monde entier, mais la célébrité n'a pas résolu leurs problèmes. Au contraire, elle les a aggravés. Les caméras tournaient, mais la pression ne s'est jamais relâchée. Paul Sr. était intense et exigeant. Paul Jr. était créatif, mais n'aimait pas être contrôlé. Leurs disputes ne faisaient pas partie du spectacle. Elles étaient réelles et devenaient plus sérieuses à chaque saison. En 2007, American Chopper était déjà un succès retentissant. Diffusée sur Discovery Channel depuis 2003, elle attirait les téléspectateurs avec un mélange de motos customisées et de conflits familiaux réels. Mais en 2007, la série a connu un tournant majeur. Elle a quitté Discovery Channel pour TLC, qui était alors en pleine refonte de son image. La chaîne souhaitait davantage d'émissions de télé-réalité aux enjeux importants, susceptibles de séduire le grand public. American Chopper correspondait parfaitement à ce modèle. La série bénéficiait déjà d'une solide base de fans, mais son transfert sur TLC a permis aux producteurs d'accéder à un public plus large. C'est également à cette époque qu'Orange County Choppers commençait à se développer au-delà de la simple fabrication de motos. Sous la direction de Paul Sr., l'entreprise concluait des accords avec de grands noms. Elle collaborait notamment avec la NASA. Ils construisaient des vélos sur mesure pour Caterpillar, Inc. Ils n'étaient plus seulement des fabricants, ils étaient une marque. Le passage à TLC a ouvert la voie à davantage de produits dérivés. Des vêtements, des modèles réduits de vélos et même des gammes de jouets de la marque OCC ont commencé à apparaître en magasin. C'était une décision commerciale judicieuse qui correspondait parfaitement à ce que la série était en train de devenir. Un mélange de divertissement, d'ingénierie et de marketing. Certains fans craignaient que le changement de chaîne ne nuise à la qualité de la série. Discovery avait une certaine identité visuelle. TLC était différent. Mais cette inquiétude n'a pas duré longtemps. La production est restée solide. Le suspense est resté authentique et les audiences sont restées élevées. TLC a assuré une promotion solide à la série, qui a continué à offrir aux fans ce qu'ils attendaient. Des constructions de motos créatives mêlées à des drames personnels explosifs. Mais en 2008, les choses au sein d'OCC se sont effondrées. La tension entre Paul Sr. et Paul Jr. montait depuis des années. Leurs disputes s'intensifiaient, leur relation de travail s'effondrait. Puis vint le 28 septembre 2008. Cette nuit-là, tout s'est écroulé devant les caméras. Au cours d'une journée de travail normale, le père accusait le fils d'être arrivé en retard et de ne pas prendre ses responsabilités au sérieux. La dispute s'envenima rapidement. Junior rétorqua, frustré et en colère. Puis il jeta une chaise à travers la pièce. Les caméras n'ont pas coupé. Les téléspectateurs ont assisté à la scène. Quelques secondes plus tard, Paul Sr. a licencié son fils à l'antenne. Ce fut l'un des moments les plus choquants de la télé-réalité de l'époque. Ce n'était pas seulement une scène dramatique, c'était une véritable fracture au sein de l'entreprise. Après son licenciement,
Jr. n'a pas été autorisé à travailler dans le monde du vélo pendant 1 an. Il avait signé une clause de non-concurrence qui l'empêchait de lancer sa propre entreprise jusqu'en avril 2010. Cette année-là fut marquée par de nombreuses batailles juridiques. Son père l'attaqua en justice pour violation de ses droits de propriété. Leurs problèmes personnels s'étaient transformés en guerre d'entreprise. Mais une fois la clause de non-concurrence expirée, Jr. revint. Il lança Paul Jr. Designs, une boutique qui lui donnait un contrôle créatif total. Il a fait appel à des visages familiers comme Vinnie DiMartino et Robert Nub Collard, tous deux anciens employés de l'OCC. Le moment était idéal pour la télévision. Discovery Channel a compris la situation et a réagi rapidement. Le 12 août 2010, ils ont lancé American Chopper vs. Jr. L'émission était construite autour de cette rivalité. Les téléspectateurs ne regardaient pas seulement des motos construites, mais une véritable fracture familiale, la tension augmentant à chaque épisode. La série était centrée sur des compétitions de construction à enjeux élevés. Chaque équipe s'est affrontée pour créer des motos personnalisées destinées à des clients importants ou à des événements thématiques. OCC a conservé son style classique et robuste. PJD a opté pour une approche plus moderne, avec des lignes nettes et des idées audacieuses. Les deux boutiques ont repoussé les limites, mais leurs approches différentes ont rendu chaque épisode imprévisible. Au cœur de tout cela se trouvait la relation brisée entre Paul Sear et Paul Jr. Ce n'était pas seulement une question de business, c'était une question personnelle. La série ne le cachait pas. En fait, l'émission s'est penchée sur la question. Des épisodes spéciaux comme Une famille divisée, diffusés le 29 novembre 2010, ont permis aux téléspectateurs de mieux comprendre la gravité de la situation. Mikey Tootle, le plus jeune frère, s'est retrouvé pris au piège. Les entretiens avec les trois frères ont révélé le poids émotionnel qu'ils portaient. Malgré le succès de la série, le fossé entre le père et le fils ne s'est pas comblé. Pour Paul Jr., créer PGD était bien plus que construire des vélos. C'était une déclaration d'indépendance, une façon de sortir de l'ombre de son père et de prouver qu'il pouvait réussir seul. En 2012, PJD avait déjà étendu ses activités au-delà des motos. Cette année-là, Paul Jr. lançait PJD Studios, une branche créative proposant des services de création de logos et de branding. Cela prouvait qu'il ne pensait pas seulement aux motos, mais qu'il construisait une marque avec une vision à long terme. En 2007, alors qu'American Chopper était au sommet de son succès, Paul Tootle Sr. épousa Beth Dillon. L'émission attirait un public immense. Orange County Choppers était en plein essor et Paul Sear devenait un nom familier. Son mariage avec Beth a renforcé son image publique. Ses fans y ont vu un signe de stabilité dans sa vie personnelle, à une époque où son entreprise était florissante. Beth a fait quelques apparitions dans l'émission. Elle apportait une présence sereine dans un monde connu pour ses tensions et ses disputes bruyantes. Avant de rencontrer Paul, elle avait été mariée pendant 15 ans et avait élevé 2 enfants de cette union. Être avec Paul Sear lui a ouvert une vie bien différente, faite de célébrités, de motos rapides et d'attention constante. Mais les choses ont changé. En 2015, après 8 ans de vie commune, Paul et Beth ont divorcé. En 2011, avant même que le divorce ne soit officialisé, Paul avait entamé une relation avec Joan Bulger Kay. Cela marqua un tournant majeur dans sa vie personnelle. Joan n'était pas seulement sa compagne, elle s'impliqua profondément dans son univers. Elle partageait sa passion pour la moto et le sauvetage animalier. Et au fil du temps, elle devint PDG d'Orange County Choppers. Elle a également présidé le conseil d'administration de la Hudson Valley SPCA, un refuge animalier new-yorkais pratiquant l'euthanasie. Sa présence a contribué à stabiliser l'entreprise durant une période difficile. Ensemble, elles ont lancé de nouvelles initiatives, comme OCC et des projets numériques, et ont fait avancer d'autres projets d'hélicoptères américains. Leur intérêt commun pour le bien-être animal a également suscité la controverse. En 2015, des documents juridiques ont fait surface montrant que Paul avait accepté de promouvoir une entreprise d'aliments pour chiens en échange de fournitures destinées au sauvetage de Joan. Cet accord contournait des procédures commerciales habituelles et soulevait des questions d'éthique. Cela s'est produit à un moment où Paul était déjà sous pression pour sa gestion financière lors du reboot raté d'American Chopper. Des accusations de détournement de fonds destinés à la production ont été formulées. Le timing de tout cela a dressé le portrait difficile d'un homme qui tente de maintenir sa vie en ordre alors que tout autour de lui semble s'effondrer.
Ses relations avec ses enfants ont ajouté à la complexité. Paul Sr. a 4 enfants. Paul Jr., Michael, Kristen et Daniel. Et la relation la plus médiatisée est celle avec Paul Jr. Leur rupture est devenue l'une des intrigues les plus explosives de la télé-réalité. En 2008, Paul Sr. a licencié son fils après des tensions de longue date concernant le contrôle créatif et l'éthique professionnelle. La séparation s'est transformée en une véritable polémique et ils ne se sont plus adressé la parole pendant près de 10 ans. Une réconciliation partielle a eu lieu en 2018 lors d'un reboot d'American Chopper, mais le mal était déjà fait. Leur relation avait façonné la série originale, avec des disputes qui dégénéraient souvent en disputes à la télévision nationale. En revanche, la relation entre Paul Sr. et Michael était beaucoup plus détendue. Michael apparaissait souvent dans les comics. Il restait à l'écart des conflits majeurs, mais faisait toujours partie du monde de l'OCC. Contrairement à ses frères, Kristen a choisi une voie plus discrète. Elle est devenue infirmière et s'est tenue à l'écart des projecteurs. Daniel a pris une voie totalement différente. Il a repris Orange County Ironworks, une entreprise distincte fondée par Paul Sr., et l'a dirigée de manière indépendante. Chacune de ces relations a révélé une facette différente de Paul, un homme conciliant affaires, famille et célébrité, souvent sans grande paix entre les deux. En 2019, Paul Tootle Sr. traversait certaines des années les plus difficiles de sa vie. Connu de millions de personnes comme l'égérie d'American Chopper, il avait passé des années à bâtir une marque autour de motos customisées et de drames familiaux. Mais en coulisses, tout s'effondrait. Cette année-là, sa propriété de 15 hectares à Montgomery, dans l'État de New York, fut saisie. La propriété n'était pas qu'une simple maison. Elle comprenait 3 chambres, une grande piscine avec toboggan et cascade, et même un espace pour les animaux abandonnés, comme des mini-chevaux et des alpagas. Paul avait toujours affiché son amour pour les animaux et, en tant que vice-président de la SPCA de la vallée de l'Hudson, il prenait soin de bon nombre d'entre eux sur ce terrain. La maison avait également été présentée dans American Chopper et était devenue le symbole de sa réussite. Mais lorsqu'elle a été mise en vente, elle a révélé une toute autre histoire. Initialement annoncée à 2,9 millions de dollars, elle n'a finalement été adjugée que pour 1,65 million de dollars. C'était à peine suffisant pour couvrir l'hypothèque de 1,5 million de dollars qui lui restait. À ce moment-là, Paul avait déjà déposé le bilan en vertu du chapitre 13 en 2018. Les documents judiciaires montraient qu'il devait près de 1,7 million de dollars à plus de 50 créanciers. De plus, il avait plus de 151 000 $ d'impôts impayés. Il avait tenté à plusieurs reprises de modifier son prêt hypothécaire, mais début 2019, il devait encore environ 871 000 $ sur la succession. Comme si la saisie ne suffisait pas, Paul s'est également retrouvé en difficulté juridique concernant une Chevrolet Corvette ZR1 de 2009. En 2019, il a été poursuivi en justice par JTM Motorsports, une entreprise qui avait modifié la Corvette. Selon JTM, Paul avait accepté de promouvoir leur atelier à la télévision en échange de leurs travaux sur la voiture. Mais les épisodes n'ayant jamais été diffusés et les paiements n'ayant jamais été versés, la situation a mal tourné. GTM a affirmé avoir dépensé plus de 24 000 $ en pièces détachées, 26 000 $ en main-d'œuvre et 10 000 $ supplémentaires en frais de stockage. Après des mois de négociations, Paul a été condamné à verser 30 000 $ dans le cadre d'un accord, mais il n'a pas libéré la somme du séquestre dans le délai imparti. GTM a réagi en demandant au tribunal de le déclarer coupable d'outrage au tribunal. Le tribunal a donné raison à Paul. Ce dernier a été officiellement reconnu coupable d'outrage au tribunal pour non-respect de l'accord. C'était un signe supplémentaire que ses problèmes financiers n'étaient pas seulement privés. Ils envahissaient les tribunaux. Puis vint 2020, et avec elle, un coup fatal à l'un des épisodes les plus emblématiques de l'histoire des hélicoptères américains. Le siège social de l'hélicoptère original du comté d'Orange, à Newburgh, dans l'État de New York, ferma ses portes. Cet immense bâtiment de 8800 M2 avait coûté 13 millions de dollars à construire en 2008. Plus qu'un simple atelier, c'était une destination. Des fans venaient de tout le pays pour découvrir l'endroit où étaient fabriquées ces célèbres motos. Mais l'OCC était en difficulté depuis des années. Suite à la chute de la demande de motos customisées haut de gamme, due à la crise financière de 2008. En 2011, Paul avait déjà cédé la propriété du bâtiment pour éviter une saisie, mais il avait continué à exercer ses activités en le louant.
Lorsque la pandémie a frappé en 2020, elle a anéanti le peu d'élan qui restait. Les chaînes d'approvisionnement ont été paralysées. Les ventes au détail se sont effondrées et le magasin n'a pas pu suivre le rythme. En mars 2020, les portes ont été définitivement fermées. Malgré tout, Paul n'était pas prêt à abandonner. En 2021, il s'est installé en Floride pour prendre un nouveau départ. Il s'est associé à Keith Overton pour lancer un nouveau projet, l'OCC Roadhouse and Museum près de Clearwater. L'idée était audacieuse. Le nouvel emplacement, qui a coûté plus de 7 millions de dollars, s'étendait sur un terrain de 3,7 hectares, à côté du magasin Barracuda Harley-Davidson de Burt. Il comprenait un restaurant complet avec une décoration intérieure de style industriel pouvant accueillir 370 convives et une salle de concert. Mais le cœur de l'événement était le musée. Il présentait 2 décennies d'histoire du chopper américain, avec notamment des créations rares comme la moto hommage au 11 septembre. Paul y voyait un moyen de renouer avec ses fans et de raviver sa passion pour la construction. La Floride était une évidence. Elle offrait un climat chaud toute l'année et un milieu motocycliste dynamique. Déménager en Floride n'a pas effacé le passé. La faillite, la saisie, les batailles judiciaires, tout cela avait laissé des traces, mais cela révélait aussi autre chose. Même après tout cela, Paul Tootleseer essayait toujours de construire, toujours en quête d'un nouveau chapitre. On ne savait pas encore s'il s'agirait d'un retour en force ou d'un simple tournant dans sa longue carrière. Mais pour l'instant, il était de retour au garage, entouré de motos, et recommençait à zéro. En 2018, après 10 ans de silence, Paul Tootleseer et son fils Paul Jr. ont enfin retrouvé leur marque. Ce n'étaient pas des retrouvailles spectaculaires. Elles se déroulaient avec prudence et discrétion. Ils avaient convenu de garder leur relation privée et non professionnelle. Après tout ce qui s'était passé entre eux, ils savaient tous deux qu'une nouvelle collaboration n'était pas envisageable. La tension qui avait animé American Chopper pendant des années avait fait des ravages, et aucun des deux ne voulait y retourner. Depuis, la vie de Paul Sr. a changé d'une manière que peu auraient pu prévoir. Autrefois figure emblématique d'une marque de moto mondiale et d'un empire de la télé-réalité, sa fortune est aujourd'hui estimée à seulement 500 $. C'est une chute vertigineuse par rapport aux millions qu'il gagnait à l'apogée d'American Chopper. La célébrité, les produits dérivés, les customisations vendues à des prix exorbitants, tout cela s'est estompé avec le temps. Des problèmes juridiques, des revers commerciaux et un paysage télévisuel en pleine mutation ont contribué à sa chute. Mais Paul n'a pas complètement abandonné le monde qu'il avait contribué à bâtir. S'il a confié la gestion commerciale d'Orange County Choppers à Joan Bulger Kay, qui en a pris la direction générale, il est resté concentré sur ce qui comptait le plus pour lui, la construction de motos. La créativité a toujours été son domaine de prédilection, et désormais libéré de la pression de diriger une entreprise, il a pu s'y consacrer pleinement. Il a également quitté New York. Après des décennies passées à bâtir sa carrière sous les projecteurs du Nord-Est, Paul a déménagé en Floride. Il a dit que cela lui avait apporté quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment ressenti auparavant, la liberté. Il ne s'agissait pas de prendre sa retraite ou de s'éloigner du travail, mais de trouver la paix. En Floride, loin du chaos et des tensions constantes, il a trouvé l'espace pour respirer et réfléchir clairement. Pour quelqu'un dont la vie était définie par le bruit, à l'écran comme en dehors, ce genre de silence était quelque chose de nouveau.